Bienvenue à tous, c'est Smart Grand Paris et c'est Smart Énergie, vous êtes sur Bien Grand Paris et cette émission elle raconte la transition écologique par l'énergie et la transition énergétique elle peut être réalisée partout sur le territoire. On va en faire la preuve ici, nous avons posé nos caméras sur le mine de Rungis, le plus grand marché agroalimentaire frais du monde. Eh bien vous ne le savez peut-être pas, mais il est autonome en énergie en tout cas pour la gestion de sa chaleur. On va en parler dans quelques instants avec nos invités et on va se poser cette question. Est-ce que ce qui est faisable ici à Rungis en Val-de-Marne est faisable partout en Ile-de-France et voire même sur l'ensemble du territoire national? Beaucoup de reportages tout au long de cette émission, beaucoup d'intervenants. Je présente nos premiers invités puisqu'on aura deux plateaux d'invités, d'intervenants, d'experts. On le remercie beaucoup de nous avoir accueillis ici sur le milieu de Rungis. C'est Stéphane Layani. Merci d'être avec nous. Merci Olivier. Président de la Cemaris qui s'occupe de ce mine de Rungis. Je l'ai dit en introduction, c'est le plus grand marché agroalimentaire frais du monde. C'est exagéré ou pas? Non, c'est toujours vrai. D'ailleurs, je suis vice-président de l'Union mondiale des marchés de gros dans le monde, donc je suis bien placé pour le savoir. On est le plus grand en surface, on est le plus grand en diversité, et on est aussi le plus grand en chiffre d'affaires. On va tangenter les 10 milliards d'euros cette année de chiffre d'affaires. C'est exceptionnel. Alors vous allez nous raconter dans quelques instants pourquoi vous avez voulu aller vers un mine de Rungis non carbone. Comment vous avez fait et avec qui? Vous allez nous expliquer tout ça. On a avec nous Pierre Wourcade. Merci d'être avec nous. Pierre Wourcade, directeur S-Nord NJ Solutions, et donc vous allez nous dire que Rungis est précurseur puisque vous avez travaillé sur la solution de réseau de chaleur ici. Oui, le territoire en fait donc est un territoire d'exception et c'est un territoire également qui est précurseur. Dès l'origine, donc les concepteurs du mine ont voulu avoir, à l'époque on ne parlait pas d'économie circulaire ni de développement durable, mais on voulait associer l'incinération avec le réseau de chauffage urbain. Merci. Avec nous également Richard Wissler, merci d'être avec nous. Alors Bonjour. vous êtes le directeur de l'agence ici sur le Val-de-Marne, qui est une agence qui accompagne les habitants qui veulent faire leur rénovation énergétique, les habitants mais aussi les institutions, les entreprises. C'est l'agence de l'énergie du Val-de-Marne. Votre rôle, c'est de nous accompagner dans cette transition écologique et énergétique? Oui, tout à fait. L'agence de l'énergie s'occupe d'une partie du Val-de-Marne, de deux territoires en fait, Grand Paris Sud-Est Avenir et Grand Orly Seine-Bièvre. Et dans ce cadre, nous accompagnons tous les particuliers qui souhaitent s'engager dans une démarche de rénovation énergétique, donc évidemment liée à la consommation d'énergie. Donc on milite, on fait militer, on travaille sur la sobriété des bâtiments, bien sûr, et sur tous les moyens de trouver des économies pour réduire la facture énergétique. Voilà, et puis cette urgence climatique, on la mesure tous, donc il est le moment opportun pour agir, et c'est maintenant. Alors on va regarder tout de suite un reportage qui vous permette de comprendre ce qui se passe ici concrètement sur ce territoire de Rungis. C'est un reportage signé Christophe Rigaud. Vous allez le voir ici, comment on travaille quotidiennement à rendre la plateforme de Rungis autonome en énergie et notamment son réseau de chaleur. Vous allez voir, ici, on se chauffe grâce aux déchets produits sur place et des déchets qui permettent de chauffer aussi l'aéroport d'Orly. Et oui, regardez ça. Rungis, le plus gros marché de produits frais d'Europe. « 234 hectares au sud de Paris, 9500 tonnes de marchandises y transitent chaque jour. Des millions de tonnes de produits frais, mais aussi de déchets. 78 000 tonnes par an, des déchets qui ont ici de la valeur. Une partie est en effet incinérée pour fournir cette chaufferie, qui alimente les 32 km de réseau de chaleur du marché. Chaque année, ce sont 180 000 mégawatts qui sortent du site de Rungis grâce à la valorisation des déchets qui a permis de sortir du tout fossile. En à peu près une dizaine d'années, on est passé d'un mix énergétique d'à peu près 90% d'énergie renouvelable et on atteint quasiment les 100% d'énergie renouvelable. Allez, on est à 99%, en plus pour fournir une quantité de bâtiments qui est plus importante. Et vous voyez, pour preuve, à cet endroit-là, vous voyez, on est exactement à l'emplacement d'une chaudière fuel de 40 MW qu'Engie Solutions a démantelé ces dernières semaines. Grâce aux déchets incinérés, la chaufferie est même excédentaire en énergie, ce qui lui permet d'alimenter d'autres réseaux, comme l'aéroport d'Orly, mais aussi d'autres villes.
Ici, vous êtes dans une sous-station d'échange qui permet d'échanger la chaleur entre le réseau du mine de Rungis et un autre réseau de chaleur qui fournit les communes de Choisy et de Vitry. Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire dans ce réseau du mine de Rungis, c'est que finalement, on a une ressource. Et cette ressource, on va essayer de la fournir au plus de monde possible. Donc déjà, vous avez en base les bâtiments du mine de Rungis qui consomment. Ça, ils consomment toute l'année. Et puis, quand il y a de la disponibilité à l'usine d'incinération, on va chercher à en fournir d'autres parties qui sont à proximité de la Sémaris. Un réseau d'eau chaude et de chauffage 100% vert est donc distribué depuis le marché de Rungis, qui est désormais devenu un véritable hub de distribution de chaleur décarbonée. De l'énergie plus verte, on en trouve également dans cette station de gaz naturel pour véhicules, installée à côté du pavillon des viandes de Rungis. Il y a donc 3 ans, il a semblé tout à fait naturel de venir s'implanter ici au sein du mine où, comme vous le savez, le flux de camions est assez considérable. Ici, vous avez plusieurs types de camions qui viennent se charger. Vous avez les bennes à ordures ménagères et vous avez un certain nombre de clients transporteurs qui viennent se charger ici. Environ 1000 tonnes, 1000 tonnes de gaz sont vendues par an aujourd'hui sur cette station-là. Le GNV, le gaz naturel pour véhicules, émet 20% de CO2 de moins que le diesel. C'est pour cette raison que la société Ecolotrans a fait ce choix, poussé également par ses donneurs d'ordre. On a vraiment vu un changement après la COP21 où il y a des grosses entreprises qui ont pris des engagements qui étaient forts et qui ont complètement fait basculer en fait cette transition énergétique. Et de l'autre côté, on a aussi des réglementations qui sont municipales aujourd'hui, qui sont très importantes, qui font qu'aujourd'hui on a besoin aussi de verdir toute la flotte en région parisienne. Aujourd'hui, plus de 2700 camions roulent au GNV en France, qui est le pays le plus dynamique en nombre d'immatriculations de camions qui roulent au gaz naturel. Voilà l'exemple de Rungis. Ce qui est fait ici peut être fait partout. D'ailleurs, on va en parler avec Stéphane Layani. Donc, vous avez souhaité, Stéphane Layani, avec nos déchets, les transformer notamment en énergie parce que nos déchets, ils ont de la valeur. Et ici, vous en produisez quotidiennement beaucoup des déchets. Oui, en fait, on est un écosystème. Dès l'origine, je dis bien dès l'origine, à l'époque du général de Gaulle, on a pensé Rungis comme un écosystème, une économie circulaire avant les lettres. Et donc, on est parti de cette base et on veut encore aller plus loin. Et on va plus loin avec ce réseau extraordinaire qui utilise les déchets de Rungis à 100%, presque 100%, 97%. Les 3%, c'est des déchets putrescibles. On les brûle, on fait de la chaleur avec, on fait aussi du froid. On est en train de réfléchir à mettre un convertisseur à en faire du froid. On l'utilise à Rungis. Et comme on en a trop, on l'échange, on la vend à des utilisateurs proches, d'abord à des services publics comme nous, à l'aéroport d'Orly, mais aussi aux communes environnantes, à Choisy-le-Roi, à Vitry, avec le CQCV. Et c'est une expérience extraordinaire. Alors Engie nous aide beaucoup à moderniser ce réseau de chaleur. On est passé de la haute pression à la basse pression de façon à ce qu'on soit les plus écologiques possibles. 78 000 tonnes de déchets tous les ans. J'imagine que le premier boulot, c'est de collecter. Donc ça a été des changements d'habitude sur Rungis. Oui, mais tout le monde est convaincu ici, les opérateurs d'abord, les grossistes ensuite, que si on participe à cette transition écologique, si on participe en tant que plus grand marché du monde, ça aura un impact sur l'amont, c'est-à-dire l'agriculture, un impact sur l'aval, c'est-à-dire les détaillants, les restaurateurs, et que tout ça, ça permet d'évoluer dans le bon sens, de façon progressive, tout en donnant des bonnes habitudes. Mais il n'y a pas que le réseau de chaleur, il y a aussi... Alors on va en parler, Ah bon. mais avant qu'on parle des autres exemples de transition écologique que vous mettez en place ici, on a envie de demander à Pierre Orcade de Engie Solutions. Ce réseau de chaleur, il est vraiment très intéressant parce qu'on a donc ici cette solution qui permet à Rungis de chauffer, puis en plus de redistribuer de l'énergie, donc du chauffage aux communes avoisinantes, à des habitations, beaucoup d'habitations, parce que je parlais de l'aéroport d'Orly, c'est une chose, mais aussi des habitants qui sont
sont chauffés grâce aux déchets ici de Rungis. Oui, donc comme l'a dit le président, le réseau donc exporte sur un certain nombre de communes avoisinantes, donc dont un certain nombre donc ont déjà aussi des projets d'extension donc de leur réseau, notamment Choisy-Vitry, pour avoir de la chaleur verte. De la chaleur verte qui irrigue, qui permet de chauffer, d'apporter de l'eau chaude sanitaire, et ce qu'on met donc qui est issu donc des déchets produit directement de l'énergie verte. Donc en tant que spécialiste aussi du chauffage urbain, on continue d'utiliser, puisqu'on est dans un territoire très précurseur, comme l'a dit Monsieur Layani, on continue donc d'apporter nos expertises à la fois sur la digitalisation, sur les big data, sur les algorithmes, pour être efficient en énergie, pour consommer moins, pour consommer mieux avec l'énergie verte, et justement permettre à ce territoire d'exception de continuer à rayonner donc sur l'ensemble des communes avoisinantes. Richard Wissler, comment vous regardez cet exemple de Rungis, vous qui êtes responsable de l'agence de l'énergie du Val-de-Marne? Avec sympathie, d'autant plus qu'il faut savoir que le CQCV, dont on parlait tout à l'heure dans le reportage, est une des structures qui a participé à la création de notre agence. En effet, le syndicat intercommunal de chauffage urbain de Choisy-Vitry, avec la ville de Vitry et de Choisy, s'intéressait à la possibilité, au potentiel d'économie d'énergie des gens qui habitent sur leur territoire, et aussi comment faire baisser leur facture énergétique. Et la solution d'avoir une agence qui fasse du relais, d'information, de sensibilisation sur les manières de faire des économies d'énergie, c'était parfaitement complémentaire avec l'idée qu'il fallait raccorder des immeubles d'habitation ou des équipements à un réseau de chaleur qui permet quand même d'avoir des coûts très maîtrisés. Vous connaissez le coût 70 € le mégawattheure, c'est exceptionnel et c'est difficilement concurrençable par d'autres sources d'énergie. Alors ça c'est intéressant. Il y a un autre sujet qui est particulièrement intéressant sur Rungis, c'est la mobilité, parce que lorsqu'on parle de la transition écologique, il y a la question des bâtiments, mais il y a aussi notre mobilité. On rejette beaucoup de carbone dans l'atmosphère. On connaît les problèmes de particules fines, de pollution, de problèmes de santé pour les Franciliens, de la forte circulation automobile. Donc ici, sur place, vous travaillez aussi à changer les déplacements. On circule plus propre, on essaie d'aller vers des modes de circulation plus verts. Olivier, dans ce domaine comme dans d'autres, il faut penser global, agir local. Et on pense global parce que, en fait, on a une chance fantastique. C'est comme on est le plus grand marché du monde, on peut massifier les échanges. Et quand on massifie les échanges, on utilise moins de carbone. Au lieu de disperser dans les banlieues avoisinantes plein de camions partout, nous, on les concentre. On est beaucoup plus productif, on arrive à utiliser moins d'énergie. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas accroître les mobilités vertes. Et moi, quand je suis arrivé à Rungis, en 2013, j'ai lancé un plan qui s'appelle Rungis Green Business, où on a voulu accroître les mobilités vertes. Mais pour accroître les mobilités vertes, il faut déjà avoir des énergies vertes. Alors j'ai été voir notamment Engie, puis une autre petite entreprise, et on a fait la première station à hydrogène en Île-de-France. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'on ne peut pas dire il faut faire des camions à hydrogène, parce que le camion à hydrogène, c'est plus intelligent encore que le camion électrique. Mais il faut avoir des stations. Donc on a la première. On a fait la même chose avec les stations à gaz, qui sont beaucoup plus répandues, parce que notre problématique, vous savez, Olivier, c'est de transporter des produits pondéreux. Ce n'est pas des petits colis. Une palette, c'est 40 kilos, 400 kilos. Eh bien, c'est beaucoup. Il faut à la fois des moteurs qui sont avec une énergie verte, mais il faut aussi refroidir la caisse. Et pour refroidir la caisse, il n'y a rien de mieux que le gaz ou l'hydrogène pour le faire. Et donc, on a fait ces deux choses. Et puis, on a été voir les constructeurs. On leur a dit, on aimerait bien que vous développiez, on a été voir Renault en particulier, vous développiez des solutions de gros porteurs et de VUL propres. On a passé des accords avec eux, si bien qu'on a mis en autopartage des VUL propres. Et vous savez, à l'entrée de Rungis, il y a un péage. Ce péage est moins cher pour les VUL propres. Donc on incite à l'utilisation des VUL propres. Et de même, moi j'ai changé toute ma flotte
en véhicules électriques, parce que je pense que pour faire des petites distances, il n'y a rien de mieux que d'avoir des bornes électriques et des camions et des voitures électriques. Voilà, les véhicules électriques pour les courtes distances, les véhicules au GNV, un camion, il peut faire 1000-1500 km grâce au gaz naturel pour véhicule. Ça, c'est des solutions aussi d'avenir. Là, on a des bornes sur place, c'est intéressant parce qu'on a bornes électriques, bornes gaz naturel et bornes hydrogène. Donc demain, dans nos stations-service, on aura ce mix carburant. Oui, on aura effectivement. C'est pour ça que Rungis, c'est un territoire précurseur, puisqu'on a équipé dans toute notre flotte de véhicules utilitaires sur une mixité électricité verte, bien évidemment, mais également hydrogène. Donc à la fois les conducteurs sont très heureux et nos techniciens sont très heureux de participer d'une manière très concrète à la transition énergétique et de rouler dans des véhicules du coup qui font beaucoup moins de bruit, qui sont beaucoup moins polluants qu'ils ne l'étaient antérieurement. Donc c'est bon pour la planète, c'est bon aussi pour notre image et pour la préservation de notre planète. Bon, quelle prochaine étape, Stéphane Layani, à Rungis? Encore des idées? Nous, on veut aller plus loin. Donc, je ne vais pas vous dévoiler tout aujourd'hui, mais je vous donne juste une idée, puisque j'ai vu qu'il y avait Stéphane Martinez et l'entreprise Moulineau. Qui sera bientôt un de nos grands témoins dans cette émission. Eh bien, nous voulons travailler sur ce qu'on appelle la reverse logistique. C'est-à-dire que non seulement nous traitons les déchets du mine de Rungis, mais les détaillants et les restaurateurs, au lieu d'aller disséminer leurs déchets dans des circuits qui ne sont pas spécialisés, ils peuvent rapporter leurs déchets à Rungis et on peut les utiliser pour les valoriser. Et c'est formidable parce que, par exemple, le polystyrène, on a besoin du polystyrène pour avoir du poisson. Eh bien, on le transforme, on en fait des casques de moto, on en fait des doudounes polaires et des choses comme ça. Les palettes en bois, on ne les brûle pas toutes, on en fait aussi du bois de chauffage pour les cheminées, etc., etc. Donc, tout ça peut être recyclé si on pense global et on agit local. Voilà, nos déchets Val de l'Or. Merci beaucoup Stéphane Layani, merci beaucoup Pierre Ourcade. Vous restez avec nous Richard Wissler, on va accueillir dans quelques instants de nouveaux intervenants. Partez pas tout de suite, on regarde un petit reportage, vous parliez de l'importance de nos déchets ici à Rungis. On va voir qu'en Ile-de-France, on est quand même très très mauvais sur la gestion de nos déchets. 7 millions de tonnes d'ordures ont été jetées en 2018, soit 500 000 de plus qu'en 2017. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Regardez ce reportage de Sébastien Cotet et on accueille ensuite de nouveaux invités. En Ile-de-France, les poubelles débordent. 7 millions de tonnes d'ordures ont été jetées en 2018. Un chiffre en augmentation, c'est 500 000 de plus qu'en 2017. Cette tendance concerne les déchets ménagers et professionnels. Alors pourquoi l'Île-de-France est-elle une mauvaise élève? La première explication vient d'un autre continent. La Chine n'importe plus nos déchets plastiques. La production de déchets par habitant est plutôt stable depuis quelques années. Et bien, mécaniquement, comme on est plus nombreux, et bien, le tonnage augmente et donc aussi celui qui est reçu sur les incinérateurs. On a d'autres objectifs au niveau de la valorisation énergétique et non plus la valorisation matière. Et ça, par contre, cet objectif est atteint en Ile-de-France. L'objectif de 2025 est déjà atteint dès 2018. Autre raison, elle est démographique. La loi de transition énergétique prévoit une réduction de ces déchets en Ile-de-France de 30% cette année et de moitié en 2025. Si les objectifs semblent ambitieux, les espoirs se portent sur la valorisation. Le Conseil régional, dans son plan déchets, incite et essaie de mettre en place avec les collectivités des objectifs ambitieux pour réduire pour augmenter la part des déchets qui sont recyclés. On a d'autres objectifs au niveau de la valorisation énergétique et non plus la valorisation matière. Et ça, par contre, cet objectif est atteint en Ile-de-France. L'objectif de 2025 est déjà atteint dès 2018. Pour tenir les délais en Ile-de-France, il faudrait réduire la capacité totale des décharges à 1 400 000 tonnes en 2025. Voilà, nos déchets Val de l'Or, on rentre dans une économie qui est une économie circulaire où il faut valoriser, transformer pour éviter d'épuiser notre planète. Alors, on a regardé cet exemple de Rungis, on va maintenant se poser la question avec nos nouveaux invités, ce qui est
faisable ici. L'est-il aussi dans d'autres territoires régions de France et au-delà sur l'ensemble de l'Hexagone? On va voir de nouveaux exemples. Je présente nos invités qui viennent de nous rejoindre. Merci d'être avec nous, Carole Legall. Bonjour. Directrice adjointe d'Engie Solutions. Vous travaillez à un monde décarboné? Voilà, Engie Solutions, c'est 50 000 collaborateurs qui sont mobilisés pour nos clients, les collectivités locales, les acteurs industriels, les entreprises du tertiaire, pour les accompagner dans cette transition écologique vers une transition de la neutralité carbone. Avec nous également Guylain Echassorio. Merci d'être avec nous. Bonjour Olivier. Vous êtes le délégué général de la FEDEN qui regroupe les acteurs de l'industrie de l'énergie, pour faire simple. Alors la FEDEN regroupe 500 entreprises de services énergétiques, principalement centrées sur 2 piliers de la transition énergétique, qui sont 1, les économies d'énergie, et 2, la chaleur verte. Alors, vous restez avec nous, hein, Richard Wissler. Vous avez vu comme nous ce reportage sur les déchets. On parle beaucoup de déchets dans cette émission parce que, en fait, ces déchets, pendant des années, on les enfouissait. Ça polluait nos sols. Et puis, on s'est rendu compte que ces déchets, ça pouvait être de l'énergie, qu'ils avaient une valeur certaine. Et même les déchets ménagers, parce que là, à Rungis, on parle de déchets, on l'a bien vu, hein, les déchets qu'on collecte tous les jours, c'est pas obligatoirement les déchets ménagers, nos ordures personnelles, mais elles valent de l'or aussi. Oui, on peut valoriser toutes sortes de déchets, mais il ne faut pas oublier que derrière cette thématique du traitement des déchets et de la valorisation des déchets, le principal, en fait, c'est de réduire nos déchets. Et que si on fait des actions de communication et de sensibilisation en direction du grand public, c'est avant tout pour réduire le surconditionnement des matériaux de consommation et également comment résoudre le problème du gaspillage alimentaire. Et si on a réglé déjà ces problèmes-là, on aura réglé une belle partie de nos problèmes de traitement des déchets. De la même manière, sur la question de la quantité des déchets, il faudrait savoir aussi que, puisqu'on génère de la chaleur par le biais des incinérateurs et des réseaux de chaleur, il faut arriver à bien paramétrer la quantité de déchets à retraiter de manière à fournir la quantité de chaleur dont on a besoin. Et toutes les villes du département sont sur ces thématiques-là. Maintenant, la collecte des déchets est devenue une compétence territoriale. Mais on a des très beaux exemples, par exemple, qui sont des belles illustrations de l'économie circulaire. Par exemple, à Vitry, vous avez une collecte enterrée des déchets, une collecte pneumatique, et il se trouve que c'est dans les mêmes tranchées, qui sont sous les mêmes trottoirs, que l'on collecte les déchets, qu'on les emmène jusqu'à la centrale d'aspiration des déchets, qu'on les emmène dans les centrales de valorisation du SICTOM, et qu'on renvoie par le biais du circuit du CPCU et du CQCV, ce fameux syndicat intercommunal de chauffage urbain choisi Vitry. On ramène la chaleur dans les mêmes immeubles dont on a déjà ramassé les ordures. Alors, c'est vraiment une boucle qui se fait. Alors, qui est vertueuse ou pas vertueuse, parce que sur le bilan carbone, on peut toujours débattre sur ces questions-là. Mais il y a une volonté, en tout cas. Il y a une belle volonté. Oui. Alors, pourquoi on parle finalement de tous ces sujets aujourd'hui? Parce que vous vous en rendez compte, l'été, il fait de plus en plus chaud. L'hiver, on ne sait plus trop très bien ce qui se passe, où on habite. Donc, en fait, on est dans une urgence climatique. Et si on fait cette émission aujourd'hui sur la transition énergétique, c'est parce qu'il y a des questions qui se posent et que donc, sur les territoires, on le voit bien, on peut trouver des solutions. Carole Legall, je le dis, on est en urgence climatique et si aujourd'hui on aborde ce sujet de la transition écologique par l'énergie, c'est parce que les esprits sont mûrs et qu'on se rend compte que si on continue comme ça à surconsommer des biens de consommation de l'énergie, on va dans le mur parce que nos ressources elles sont épuisables sur cette planète. Oui, et puis surtout, on est en train par nos modes de vie, de créer un réchauffement de la planète qui pose question après sur notre capacité à continuer à vivre tout simplement. Donc c'est vrai que c'est une question fondamentale qui est maintenant très prégnante. Le 26 juillet dernier, il a fait 42,6 degrés à Paris. C'était un record de température jamais mesuré auparavant. Et donc cet été, je pense que cette question du réchauffement climatique, qui est le sujet, qui est un sujet scientifique étudié depuis plus de 30 ans, qui est un sujet de politique internationale aussi depuis plus de 20 ans, avec l'accord de Paris qui a emmené beaucoup d'États dans un engagement à agir. Et bien depuis cet été, je crois que de plus en plus de concitoyens se rendent compte que c'est un sujet très concret qui nous concerne tous et qui nous préoccupe tous.
Il y a une véritable prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle est partagée par le public et les industriels que vous représentez, Guylain Chasserieu. Il y a une vraie prise de conscience. Oui, tout à fait. Le vrai enjeu, c'est celui de la décarbonation de la chaleur. Un des principaux enjeux, puisque la chaleur, c'est 42,5% des consommations d'énergie en France. Plus de 65%, c'est dans le résidentiel et les bâtiments tertiaires. Donc c'est vraiment là qu'il faut porter les efforts. On le sait aujourd'hui, l'électricité, elle est décarbonée à 80%. Donc le gros du travail, il est à faire dans toutes les solutions qui vont permettre de décarboner la chaleur, notamment à travers la chaleur renouvelable et de récupération, aussi bien sur des enjeux pour répondre à des besoins de chaleur que pour répondre à des besoins de rafraîchissement de la ville. Et donc c'est un enjeu qu'on va retrouver finalement aussi bien en hiver qu'en été. Donc l'enjeu, qu'on comprenne bien, c'est notre énergie de demain, ce qui se joue aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que cette transition énergétique, d'un côté, elle préoccupe, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Comme Guylain vient de le dire, le premier enjeu, c'est de regarder quels sont nos usages énergétiques. La première chose à faire, c'est de baisser nos consommations, comme pour les déchets, c'est de regarder de quelle manière moins consommer d'énergie, et notamment sur le premier des usages énergétiques qui est la chaleur, donc en isolant nos bâtiments, en veillant au bon pilotage aussi des températures à l'intérieur des bâtiments, c'est de mettre toute cette intelligence du pilotage de l'énergie au service de la réduction des consommations. Et puis ensuite, comme on l'a vu dans vos reportages, eh bien, verdir les sources d'énergie de chaleur. Et on a vu, il y a plein de solutions pour le faire. On va en parler. Voilà, la récupération de la chaleur des déchets, mais aussi la biomasse, la géothermie. Donc tout un panel de solutions existe, adaptées à chaque territoire, adaptées à chaque circonstance. Et c'est vraiment important, et merci pour votre émission, de faire connaître en fait toutes ces solutions qui existent, qui sont déjà là, et qu'on va pouvoir continuer à développer ensemble. On va les découvrir par le détail tous les trois, mais auparavant, on va retrouver Sébastien Cotet, notre journaliste qui va intervenir à plusieurs reprises avec des grands témoins de la société, parce que là on parle avec des industriels, mais il y a des initiatives qui viennent de partout, qui viennent du grand public, de PME, de restaurateurs aussi. Et là, vous êtes avec Stéphane Martinez de Moulineau, qui lui travaille sur la valorisation des déchets de la restauration. Et c'est très intéressant ce qu'il fait de ces déchets, Sébastien. Oui, Olivier, Stéphane Martinez, il est en plein dans l'économie circulaire. En fait, il transforme les déchets en ressources. Vous créez notamment du compost et du biogaz. Comment ça fonctionne concrètement ? Concrètement, aujourd'hui, notre spécialité, c'est de collecter tous les restes alimentaires qui puissent exister, que ce soit dans les restaurants traditionnels où on peut aller le midi ou le soir, mais qu'ils soient scolaires, hospitaliers, ou alors de grands groupes ou de grandes entreprises qu'on collecte, qu'on va transformer d'une partie en méthane et d'une partie en compost. Donc vous, ce sont simplement que des restes alimentaires ? Oui, nous on est spécialisé dans tout ce qui est collecte de restes alimentaires. Alors c'est quoi reste alimentaire ? Tout ce qu'on ne se sert pas en production. Quand on est dans un restaurant, les épluchures de patates par exemple, les parures de viande, sinon tous les retours de salles aussi. Et on prend aussi tout ce qui est sur les marchés alimentaires, on collecte aussi tout ce qui est invendu. Voilà, tous les fruits et légumes périmés qui jettent. Et vous transformez ça avec des déchets verts ? Alors, une partie on prépare cette matière et on l'apporte aux agriculteurs qui font du méthane. Donc on est content de renouer un lien cohérent entre l'agriculteur, l'urbain, avec la problématique de déchets que nous avons. Et l'autre côté, justement, où là on fait du compost, c'est-à-dire qu'on mélange ce reste alimentaire avec du déchet vert, on fait du compost classique. Et derrière, on vient mettre dedans les vers de terre de chez Moulineau qui viennent affiner la matière et la réenchérir organiquement parlant. Le but est que ce produit-là retourne dans les terres des maraîchers qui remettent des légumes dans le restaurant, que nous allons collecter avec nos camions qui fonctionnent au gaz grâce aux agriculteurs. En gros, voilà ce qu'on fait. Et combien de salariés chez vous fonctionnez toute cette petite entreprise ? Vers de terre compris ou pas ? Vers de terre compris ? Alors, on a en tout... aujourd'hui, 74 salariés. Il va y avoir encore une grosse arrivée massive puisqu'on a des gros contrats qui arrivent sur la ville de Paris incessamment sous peu. Et les vers de terre, on en a, je crois, plus de 600 000. Donc, ça fait beaucoup de vers de terre. En Ile-de-France, épluchures et restes alimentaires, ça représente à peu près 2 millions de tonnes de déchets biodégradables. Vous en valorisez combien, vous, de tonnes de déchets ? Et vous travaillez avec combien de restaurateurs, d'agriculteurs ? Nous, on travaille avec à peu près on a 1200 points de collecte en Ile-de-France et sur Paris.
On a tout type de clientèle à partir du moment où il y a du reste alimentaire. Et derrière ça, on travaille aujourd'hui, on a un très beau partenariat avec 5 agriculteurs qui font du méthane en Seine-et-Marne. Et voilà, Olivier, vous voyez, on est en plein dans l'économie circulaire avec Stéphane Martinez, président et fondateur de Moulineau. Merci Sébastien, on se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité. Vous aurez à vos côtés un agriculteur et ça sera très intéressant de l'entendre aussi. La filière agricole a une voie de diversification dans la méthanisation. On en parle dans quelques instants, mais j'ai envie de vous entendre une réaction par rapport à cette initiative. Guylaine Chassario, on est vraiment dans un cercle vertueux. Là, on voit que tout le monde en plus peut participer à cette transition énergétique. Mais ce qu'on voit, c'est que, en effet, comme le disait Richard tout à l'heure, le principe de base, c'est le premier déchet, celui qu'on peut éviter, c'est le meilleur. Voilà. Donc, c'est la prévention d'abord, et ensuite, on est sur toutes les filières qui peuvent permettre de faire de la valorisation matière, voilà, et qui sont soit la récupération, le recyclage ou le compostage. Et puis ensuite, on arrive sur des filières de valorisation énergétique, au titre desquelles on retrouve, par exemple, la fabrication de biométhane à partir de la fraction fermentée cible des déchets, et la valorisation énergétique des déchets, tels que l'incinération, où, il faut quand même le préciser, on a vocation, dans les 110 incinérateurs français, à ne valoriser que la part de la fraction non recyclable des déchets ménagers. Voilà, ça c'est important de le dire. Carole Loyal ? Oui, finalement, cette transition écologique, c'est revenir au basique. Hein, c'est vraiment recycler dans le bon sens du terme, dans un sens très simple. Quand on respire, on émet du carbone, du CO2. Et les plantes qui sont juste à côté de nous, elles absorbent du CO2. Elles produisent d'ailleurs de l'oxygène et puis elles créent de la matière dont on va pouvoir s'alimenter. Donc en fait, toute cette transition écologique dont on parle, c'est vrai qu'il y a des aspects assez techniques, mais c'est vraiment revenir au fondamental qui est ce cycle naturel du carbone. Voilà, nous on respire, les plantes font de la photosynthèse et c'est comme ça qu'on va retrouver un cycle naturel. Aujourd'hui, le sujet, c'est que pendant une centaine d'années, un peu moins de 100 ans, on a, pour continuer à se développer, utilisé des énergies fossiles, c'est-à-dire en fait du carbone des plantes qui avaient été fossilisées pendant des millions d'années, et on les a relarguées dans l'atmosphère sous forme de CO2 très rapidement, donc en une centaine d'années. Ce qui avait mis des millions d'années à se constituer, en une centaine d'années, on le remet dans l'atmosphère. Évidemment, ça perturbe notre planète. Tout l'enjeu, c'est de revenir sur ce cycle naturel, un cycle d'une durée de vie normale, donc de recycler, de réutiliser et de revenir à des sources énergétiques qui sont là, mais qui ne sont pas fossiles. Donc dans les années 70, on avait un slogan qui était parce que le pétrole était très cher, on avait dit en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Eh bien aujourd'hui en 2020 on ne veut plus de pétrole et on a plein d'idées. Et donc c'est toutes ces idées, toute cette force entrepreneuriale là, qu'il faut continuer à activer. Il y a plein de bons exemples, on l'a vu chez des particuliers, dans des PME, dans des grands groupes, dans des collectivités, dans des acteurs industriels, des entreprises tertiaires. Beaucoup d'acteurs sont en train de se dire mais oui, on peut travailler autrement. On a plein d'idées pour retrouver un cycle naturel de réutilisation des matériaux et de l'énergie. Voilà, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que sur les territoires, il y a des solutions. Là, on prenait l'exemple de Rungis avec les déchets, on prenait cet exemple avec les déchets alimentaires également, mais les ressources, c'est aussi des ressources naturelles non fossiles, non pas le pétrole, pas le gaz. C'est par exemple l'eau en sous-sol, c'est la géothermie par exemple. Et donc ça, sur des territoires, et notamment en Île-de-France, c'est possible, on peut se chauffer grâce à de l'eau qui est en sous-sol, qui est très chaude et qui peut se recycler. La chaleur renouvelable et de récupération, c'est à travers des vecteurs tels que le réseau de chaleur ou le réseau de froid, c'est ce qui va permettre de mobiliser toutes les énergies qui sont présentes localement, à commencer par celles qui sont présentes de manière fatale, telles que par exemple la chaleur issue de l'incinération des déchets, ou d'une industrie, une aciérie, un haut fourneau. Il y a pas mal d'exemples en France. Et puis ensuite, on a cette énergie qui est en effet dans le sous-sol, telle que la géothermie. On a les forêts avoisinantes, les déchets d'élagage, le bois déchets qui peuvent être également des ressources locales. Et on va permettre du coup d'avoir une production
très décentralisée à partir de gisements et d'opportunités ou en fonction de contraintes qui sont déterminantes localement, en effet. Et pour ce qui est de l'Île-de-France, Carole Le Gall, donc la géothermie, c'est jouable, donc le biomasse, donc le bois aussi, c'est faisable. Tout à fait. Alors la grande force de ce territoire en Île-de-France, c'est qu'il est assez compact, donc il y a des besoins énergétiques assez denses. Et en même temps, il est effectivement, ce territoire, assis sur une ressource géothermale très importante. L'Île-de-France, c'est un grand bassin sédimentaire, donc avec beaucoup de capacité à générer de la chaleur en sous-sol. Donc, en Île-de-France, on retrouve déjà Engie Solutions opère déjà plus de 9 réseaux de chaleur avec de la géothermie. Champs-sur-Marne vient de décider de créer un nouveau réseau de chaleur en géothermie. Donc on voit bien que c'était une ressource qui était là, qui avait été développée historiquement. Après, avec le cours du pétrole, parfois on a un petit peu oublié cette ressource. Et elle est en train de redevenir une ressource d'avenir, voulue par beaucoup de nos concitoyens. La géothermie, c'est en général l'énergie qui plaît le plus, parce qu'effectivement, elle est là. On prend la chaleur, on réinjecte l'eau, effectivement. Donc finalement, on ne fait que capter cette chaleur qui est là et dont on a besoin en hiver pour se chauffer. Donc c'est une énergie extrêmement vertueuse et c'est vraiment une très bonne nouvelle de voir beaucoup de territoires avoir envie à nouveau d'aller la chercher, c'est qui demande de s'engager dans la durée parce qu'il faut faut forer pour aller la chercher, puis ensuite prévoir tout un réseau de distribution qui irrigue et remplace les anciens systèmes de chauffage. Donc, et on peut chauffer combien d'habitants? Est-ce que ça se travaille sur plusieurs communes? Une seule commune peut disposer d'une solution de géothermie pour chauffer ses habitants? Parfois même un seul bâtiment, un grand bâtiment peut utiliser une ressource de géothermie locale, moins profonde, mais on peut utiliser dès qu'il y a densité d'usage. Et puis ça peut commencer pour des groupes d'habitation, à partir de 5000 logements. Je rajouterai 2 éléments qui sont importants en termes de budget et de pouvoir d'achat. Toutes ces énergies, quand elles sont mobilisées localement, ce sont des énergies qu'on n'importe pas au niveau national. Et 2, ce sont des énergies qui sont très peu exposées à l'évolution des cours mondiaux. Donc c'est extrêmement stable. Et donc quand on investit dans ce genre de production de chaleur, on sait exactement, on a de la visibilité et on sait qu'on s'affranchira de l'exposition à des cours qui peuvent être très haussiers de manière très rapide. C'est l'énergie locale. Prenez l'exemple du bois, par exemple. Quand on est sur un chauffage biomasse, c'est du bois qui vient d'où? C'est du bois qui vient de c'est du bois qui vient d'un périmètre, généralement pas plus de 100 km. Et c'est généralement même très inférieur à 100 km, entre 50 et 80 km à la ronde, avec des transports qui sont le plus optimisés possible, et bien évidemment, et un plan d'approvisionnement dans lequel les consommateurs que sont par exemple des opérateurs de services énergétiques tels qu'Engie s'engagent vis-à-vis d'une filière, ce qui est extrêmement porteur en termes d'emploi, puisqu'on a de l'autre côté des industriels de la forêt, du bois énergie, qui sont capables du coup d'investir et de s'engager et d'avoir des engagements dans le long terme pour pérenniser l'emploi, pérenniser les investissements et construire des vraies filières. Richard Wissler, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, c'est le solaire et l'éolien, par exemple. Alors, on n'est pas en région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur ou en Occitanie, on n'a pas beaucoup de soleil, mais est-ce que c'est envisageable, le photovoltaïque en Île-de-France? On doit d'abord rappeler quand même que la ressource locale, c'est absolument la géothermie, et qu'on peut au passage saluer le courage politique des communes et des élus de l'après-guerre qui se sont lancés dans des opérations géothermiques qui étaient très critiquées à l'époque parce que c'était très, très cher et un peu aventureux, il faut le dire, mais qui maintenant disposent, comme à Maison-Alfort, comme à Alfortville, comme à Chevilly-la-Rue, disposent d'un réseau avec des coûts qui sont vraiment les coûts minimums où les copropriétés viennent spontanément proposer un raccordement parce que le tarif est très attractif. Alors, sur la question des autres sources d'énergie, votre question? Oui, c'est le photovoltaïque. Est-ce que c'est possible dans une région comme la nôtre, même s'il fait beau aujourd'hui? On peut se dire, bon, il n'y a pas beaucoup de soleil en région parisienne, mais si, évidemment, il y a des développements très prometteurs
En région parisienne, il y a des toits, il y a des grandes surfaces de toits, et il y a des initiatives locales qui se mettent en place, des initiatives citoyennes qui permettent de produire localement de l'énergie solaire. Le photovoltaïque, on a besoin d'un toit d'à peu près 250 mètres carrés. On arrive à fournir, et ces associations qui se sont développées d'abord sur Grand Orly-Seine-Bièvre, je pense à Sud Paris Soleil par exemple, qui mène une opération sur Cachan à l'heure actuelle. C'est un procédé de financement participatif où chaque adhérent peut apporter peut avoir un apport de 100 € minimum et peut comme ça mobiliser de l'argent pour pouvoir fournir de l'énergie. C'est de l'énergie qui n'est pas gratuite parce que les investissements sont quand même très importants. Ils sont aidés par la région, mais la région porte une politique forte de soutien financier à l'installation des énergies renouvelables et entre autres le photovoltaïque. Pour ce qui est de l'éolien, on doit bien reconnaître que l'éolien urbain n'est pas très développé. Il y a eu quelques expériences très très localisées où il n'était pas question d'autoconsommation, mais c'était plutôt de la revente à EDF à l'époque, mais sur des tarifs qui n'étaient pas très très attractifs. Et c'est ce qui explique pourquoi en région parisienne, il y a très très peu, il y en a 3 ou 4 dans le Val-de-Marne, et il y a quelques éoliennes mécaniques qui servent à remonter de l'eau simplement. D'accord. Alors on le voit bien, et c'est tout l'intérêt de cette émission, c'est que les initiatives sont multiples. On vient de parler des initiatives des industriels, des collectivités. Vous soulignez aussi l'apport des citoyens. Et les citoyens, agriculteurs aussi, s'engagent dans la transition écologique, énergétique. On va retrouver tout de suite Sébastien Cotet qui est avec un agriculteur de la Seine-et-Marne. Tout à fait, Olivier. Et je vais vous donner un chiffre. 80% des producteurs de biométhane sont des agriculteurs. Et c'est votre cas, Moritz. Quoique vous êtes agriculteur en Seine-et-Marne. Alors, je vais faire la liste. Vous cultivez du blé, du maïs, de l'orge, des betteraves. Vous faites aussi de l'élevage bovin. Et vous êtes passé à la méthanisation. Ça va la liste au niveau, c'est bon ce que j'ai dit? Quasiment exhaustif, tout à fait. On est effectivement, je suis associé avec mon frère, on est agriculteur, une exploitation familiale, et on est producteur de céréales, éleveur, et depuis 7 ans, on a décidé de se diversifier et de produire effectivement du biométhane. Alors le déclic est venu lorsque vous avez visité des installations en Allemagne. Tout à fait. On avait très peu de développement de filière en France et on s'est aperçu qu'en Allemagne, il y avait un très fort essor. Il y a plus de 8000 installations à l'époque alors qu'il n'y en avait quasiment pas en France. Et puis nous, agriculteurs, on est victime de certaines crises, que ce soit dans l'élevage ou dans la culture. Et il fallait trouver une voie de diversification avec en plus des aides PAC qui allaient en diminuant. Donc pour nous, la diversification est passée par l'énergie. C'est ça, on parle toujours beaucoup des difficultés financières des agriculteurs, mais on peut le dire, c'est une vraie source de revenus. Très clairement, c'est un véritable complément. L'exemple de notre exploitation est simple. On a pu doubler les chiffres d'affaires de l'exploitation grâce à la production d'énergie verte. Alors comment ça fonctionne concrètement ? Alors concrètement, la méthanisation, c'est quoi ? C'est essayer de reconstituer ce qui se passe dans la panse d'une vache. Donc c'est assez simple à comprendre pour nous éleveurs, mais on va essayer de reconstituer le même milieu avec des bactéries qui vont être en mesure de dégrader de la matière organique. Donc tout type de matière organique. Ici à Rungis, on dégrade des biodéchets, mais on peut également dégrader les effluents d'élevage, ce qui est notre cas en tant qu'éleveur, et puis tout type de biomasse non ligneuse. Et cette dégradation génère ce qu'on appelle le biogaz, qui est constitué à 50% de CH4 et 50% de CO2. Et lorsqu'on passe ce biogaz dans une machine à laver qu'on appelle un épurateur, on obtient du biométhane qui est parfaitement miscible avec le réseau de gaz naturel. Et donc on va injecter ce biométhane dans le réseau pour approvisionner l'ensemble de la population. Et puis l'avantage aussi, c'est cette synergie en fait entre la culture et l'élevage. C'est ça qui vous plaît aussi? Complètement. Il faut bien voir qu'il y a une synergie historique qui existe entre la culture qui approvisionne l'élevage et puis les effluents d'élevage qui retournent au sol. Là, en fait, dans ce cercle vertueux, on l'a simplement agrandi. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Ces effluents d'élevage vont aller dans le méthaniseur. Et le méthaniseur, il va effectivement produire une énergie verte. Mais en parallèle, quand la matière est dégradée, elle produit ce qu'on appelle du digestat. Et le digestat, c'est quoi ? C'est notre nouvel engrais vert à nous, agriculteurs, puisqu'on va l'utiliser en substitution de l'engrais chimique qu'on avait l'habitude d'utiliser dans le passé. Merci beaucoup Moritz Quoique. Voilà Olivier, agriculteur et producteur de biométhane en Seine-et-Marne. Merci beaucoup Sébastien, vraiment un exemple très intéressant. On voit bien que tout le monde participe à cette transition écologique et énergétique. Oui, on voit bien que l'Île-de-France est une grande région agricole et donc ça va être effectivement pour cette région une opportunité de soutenir ces agriculteurs à travers circuits courts, mais aussi,
comme M. Quack vient d'en témoigner, la production locale d'énergie, du biogaz, sachant que l'avantage du biogaz, c'est qu'ensuite, comme il a été dit, on peut l'injecter dans les réseaux de gaz qui existent déjà et donc le fournir partout dans nos villes. Le biogaz va pouvoir alimenter les pianos des restaurateurs, le chauffage et aussi, c'est un nouvel usage qui est très important, de servir de biocarburant, parce que vous savez que l'avantage du gaz, c'est que ça ne crée pas de particules. Donc, par rapport aux véhicules diesel, c'est un énorme avantage. Ça permet de faire rouler des camions sans particules et à un coût intéressant, compétitif. Aujourd'hui, le gaz carburant est à peu près 30% moins cher que le diesel. Donc, des solutions, vous voyez, elles sont là, il faut les adapter à tous les usages. Commencer par à chaque fois réinterroger ses besoins pour éviter les gaspillages et puis ensuite mettre en place ce bouclage énergétique et de matière. Ce qui est très intéressant à travers tous les exemples que l'on découvre depuis le début de l'émission, puis vos témoignages respectifs, c'est qu'on a le sentiment qu'est en train de se créer dans nos territoires une nouvelle économie de l'énergie, une économie de proximité qui s'invente ici, au plus près de chez soi, et puis en plus crée des emplois non délocalisables. C'est vraiment très intéressant. Oui, en effet. À titre d'exemple, 1000 tonnes de bois, je crois que c'est 100 emplois, me semble-t-il. Ah oui, quand même. Moi, j'ai un doute. Mais, donc ça crée en effet de l'emploi, ça crée de l'investissement. Et ça crée de l'investissement en plus dans la durée, parce que souvent, si je prends l'exemple des contrats d'exploitation d'un incinérateur, d'exploitation d'un réseau de chaleur, c'est des contrats qui sont dans la durée, donc 20, 25, 30 ans. Donc voilà, c'est extrêmement structurant pour l'économie locale. Je rebondis sur l'exemple du biométhane. Dans les réseaux de chaleur, par exemple, on a encore une part de gaz qui est d'un peu plus de 30%. Le biométhane produit par l'agriculture est un vrai enjeu pour substituer et verdir cette part de gaz. Alors on parlait du biogaz pour nos véhicules. On va regarder tout de suite un reportage, parce que quand on parle de transition écologique, il faut parler aussi de mobilité, comment on circulera demain. Vous le savez que d'ici à 2024, à Paris, on ne pourra plus rentrer avec un véhicule diesel dans la capitale. En 2030, ça sera terminé aussi pour les véhicules thermiques. Donc il faut inventer des nouvelles circulations. Eh bien, la RATP y travaille d'ores et déjà, puisque la RATP a l'intention de changer sa flotte de véhicules, de passer à l'électrique et au gaz naturel pour véhicules. Regardez ce reportage de Sébastien Cotet, on en parle ensuite. De loin, il ressemble à un bus classique. Mais quand il se rapproche, on entend la différence. Pas de bruit de moteur. Ajoutez du bleu sur la carrosserie. Voici le bus 100% électrique de la RATP. En 2025, 2/3 des 4500 bus de la région Île-de-France seront électriques. Les autres circuleront au biogaz. Car la RATP s'est lancée dans le challenge de la transition énergétique. Le plan de déplacement urbain francilien prévoit la réduction de 20% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 7 ans. Nous sommes sur une direction qui est celle de 100% de mobilité zéro émission, zéro carbone. Et ça, c'est notre ligne directrice. Sur le chemin, il y a évidemment 100% de bus électriques à Paris d'ici 2025. Pour relever le défi, la présidente de la RATP a signé une convention avec le distributeur d'électricité Enedis. 17 dépôts sur 25 seront transformés par Enedis pour accueillir la technologie électrique. C'est à la fois, j'allais dire, de amener l'électricité dans le centre et de faire en sorte que l'opération du centre ne pèse pas de trop, j'allais dire, sur la consommation électrique du voisinage. Donc il faut à la fois avoir le niveau de charge nécessaire. 2025, c'est demain. Et à l'échelle d'une région comme Île-de-France, quand on connaît les nombres en jeu, quand on voit les échéances qui sont celles de villes comme Paris, on se doit d'être au rendez-vous et on sera au rendez-vous. Au total, dans chaque centre, près de 200 bus devront disposer d'une puissance d'environ 10 MW. Les véhicules seront rechargés la nuit pour ne pas perturber le trafic la journée. La RATP exploite déjà une ligne 100% électrique depuis 2016, la ligne 341. Les bus circulent entre Charles de Gaulle Étoile et la porte de Clignancourt.
Voilà, des nouveaux carburants pour polluer moins, respirer mieux, Richard, en Ile-de-France, et puis aller vers une sobriété énergétique autant que possible. C'est une évolution normale de modifier le mode de motorisation des véhicules. On voit bien qu'il y a la ZFE, vous savez, la zone à faible émission qui se met en place, mais avec beaucoup de difficultés, parce que voilà, ça dans fait le beaucoup de périmètre de la mécontentement 86. Dans la métropole parisienne, il y a toute une réflexion sur les déplacements. Mais finalement, derrière ces sujets techniques, le problème des déplacements, c'est un sujet urbain. Et le sujet urbain, c'est comment, de la même manière qu'on voudrait limiter le volume de déchets, on devrait aussi limiter le volume de déplacement. Et tout l'art de l'urbanisme, c'est quand même d'arriver à rapprocher les bassins d'habitat des bassins d'habitation. En région parisienne, il y a plein de freins parce qu'il y a une histoire. Paris est une ville historique, une ville capitale. Mais on sait très bien qu'il y a 1 million de Parisiens tous les matins qui font l'aller-retour entre le bassin d'habitat à l'est et le bassin d'activité à l'ouest. Et on sait aussi que les grandes structures économiques ont du mal à installer leurs sièges sociaux dans l'est parisien. Pour des problèmes de desserte locale. On s'aperçoit que quand il y a de la desserte, c'est quand même faisable. On a un bon exemple ici entre Rungis et Orly. On voit en même temps par la fenêtre là, les avions qui décollent de temps en temps. On voit qu'il y a une concentration de tertiaires, de bureaux qui s'implantent et que c'est aussi une manière de rapprocher de l'Est parisien des surfaces de bureaux importantes. Voilà, ce que vous nous dire, c'est qu'au-delà des questions d'énergie de carburant, il faut penser urbanisme, les déplacements, ils se font en voiture, en transport en commun, mais il faut bien matcher les emplois et l'habitat. Et là, il y a encore du boulot. Ça ne peut pas être que de la contrainte, c'est de l'aménagement. L'aménagement, mais en attendant qu'on réaménage mieux une région qui est très dense, et ça va être très compliqué, il faut prendre de plein corps cette question énergétique. Oui, et surtout avec des diversités de réponses, parce que, comme vous l'avez dit, il faut penser bien sûr à l'aménagement, au transport public, au transport individuel, au transport routier. Donc il faut prendre en compte tous les besoins, tous les différents usages. Et pour ces différents usages, il y a différents types de réponses. Donc la mobilité électrique, c'en est une pour des bus ou pour des véhicules particuliers. Mais encore une fois, par exemple, les carburants au gaz sont vraiment aussi des solutions très intéressantes parce qu'ils ne créent pas de particules et donc pas de pollution locale. Et ils vont permettre de transporter du pondéreux, de se recharger, d'avoir plus d'autonomie. Donc en fonction des usages, il faut regarder quelles sont les solutions les plus intéressantes. Et puis toujours penser aussi cycle de vie de l'ensemble des solutions. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les solutions électriques sont intéressantes. Il faut déjà anticiper la question de la gestion des batteries, savoir comment on va gérer ensuite la fin de vie de ces matériels. Donc il faut vraiment avoir une vision large, complète de nos besoins énergétiques et des différentes solutions qui sont à disposition. Et surtout se garder un mix de solutions, puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas de solution unique. C'est vraiment l'intelligence locale qui va nous permettre de révéler quelles seront les meilleures solutions. Bon. En fait, finalement, il faut, au lieu d'avoir une réponse facile aux énergies fossiles, il faut faire confiance à notre intelligence collective et trouver à chaque besoin sa solution pertinente. Voilà, parce que ces énergies fossiles que l'on met dans nos véhicules, il faut monter la température en ville. On l'a très bien vu, vous l'expliquez, qu'on on est monté à plus de 42 sur Paris cet été. Donc il faut trouver aussi des solutions pour refroidir la ville. C'est le dernier volet qu'on va aborder à l'occasion de cette émission. C'est comment on fait refroidir la ville. Alors certes, il y a la végétalisation, amener plus de verdure en ville, mais c'est pas suffisant. Et on a parlé en début d'émission des réseaux de chaleur. Il faut parler aussi des réseaux de froid. Ça existe, c'est moins connu. Tout à fait. Alors les réseaux de froid, juste pour faire la comparaison, les réseaux de chaleur en France, c'est 5000 km, 25 TWh, 800 réseaux. Les réseaux de froid, c'est beaucoup plus petit et c'est beaucoup plus centré sur des grandes villes, des grandes agglomérations et notamment la ville de Paris. Donc les réseaux de froid, c'est 250 km, c'est 1 TWh. Et c'est pour des bâtiments qui sont plutôt des musées, des hôtels,
des bâtiments publics qui ont besoin de rafraîchissement. Mais l'idée, c'est de sortir de l'air du climatisateur qui renvoie de la chaleur, quoi. Néanmoins, c'est alors en plus, on a un très bel exemple avec la ville de Paris, puisque c'est un réseau qui utilise l'eau de la Seine. L'eau de la Seine, voilà, l'eau de la Seine, et qui valorise en hiver directement la température de la Seine, et en été, qui s'en sert d'appoint pour rafraîchir encore plus. Et ça répond parfaitement aux besoins, puisqu'on le voit, c'est un véritable enjeu, alors qu'on traite par des aspects urbanistiques aussi, par la conception des bâtiments, et en apportant aussi une solution de rafraîchissement qui évite de réchauffer la planète, qui évite de créer des îlots de chaleur, auxquels contribuent notamment tous les climatiseurs individuels qu'on voit apparaître au balcon et qui enlaidissent considérablement les façades, et qui surtout sont parfois mal conçus, qui sont parfois fuyantes, et qui émettent des fluides frigorigènes qui sont 30 fois plus réchauffants en termes d'effet de serre que le CO2. Donc c'est intéressant, Carole Loyal, parce qu'on parlait tout à l'heure de la géothermie en sous-sol. Là, on parle de la Seine. Et donc, en fait, tout ça est près de nous. Et on n'utilisait pas au préalable la Seine pour refroidir la ville. Donc, on le fait ici. On peut le faire partout où il y a des cours d'eau, alors. Alors en fait, oui, c'est vrai que depuis 30 ans, progressivement, de manière discrète, très bien intégrée d'ailleurs de manière paysagée dans la ville de Paris, Engie Solutions opère ce réseau de froid qui permet de rafraîchir les musées, des grands commerces, un certain nombre de bâtiments qui ont beaucoup d'intensité d'usage et qui ont besoin d'être rafraîchis pendant l'été, pendant toute l'année en fait même. Ça s'est fait progressivement, discrètement. Aujourd'hui, Climespace, c'est le plus gros réseau de froid d'Europe. Et c'est vrai que ce qui était à l'époque considéré comme des besoins un peu de pointe ou de luxe, puisqu'on dessert aussi par exemple les grands hôtels, du bâtiment tertiaire haut de gamme, etc. Eh bien, avec ce phénomène de réchauffement, notamment des villes, devient un besoin de confort, un besoin qui va être plus généralisé. Et donc, de plus en plus de villes sont en train de percevoir qu'il va falloir trouver des réponses qui existent pour satisfaire le besoin de rafraîchissement en ville. Donc, c'est ce réseau de froid. Ils sont discrets, ils sont effectivement sous les trottoirs. Vous parliez tout à l'heure des réseaux de chaux. C'est le même système. Au lieu d'avoir une boucle d'eau chaude, c'est une boucle d'eau froide. Et ils viennent apporter du rafraîchissement, du confort dans des bâtiments discrètement, sans effectivement climatiseur visible de l'extérieur. Donc très belle intégration architecturale et confort et compétitivité de la solution. Richard Wissler, on parlait tout à l'heure de l'aménagement du territoire. Là, pour le coup, quand on veut refroidir la ville, c'est une question d'aménagement. Repeindre, par exemple, les toits terrasses en blanc, ça permet de limiter les rayons du soleil l'été. La végétalisation, amener plus de verdure en ville, créer des îlots de fraîcheur, comme on dit. Exactement, oui. On parlait précédemment des réseaux de froid. Ça traite les volumes bâtis, l'intérieur des volumes bâtis. L'îlot de chaleur urbain, c'est vraiment le réchauffement de la ville. On parle de surchauffe urbaine en ce moment. C'est le bitume qui renvoie la chaleur. C'est bien le volume extérieur non bâti. On sait que ce volume extérieur est constitué à 80% de surface imperméabilisée avec de l'enrobé. Alors, en effet, la route, du trottoir. Voilà, il y a beaucoup d'études qui ont été menées là-dessus et tout tient à la qualité du revêtement, sa capacité à absorber l'eau ou pas, et à la qualité de la sous-couche sous le revêtement et en plus la couleur du revêtement. On sait que la couleur noire absorbe la chaleur, manque de chance. Très souvent, à Paris, il y a des sous-couches, parce qu'on sait faire des routes, nous, on fait des sous-couches et des sous-couches. Donc on stocke cette chaleur-là qui ressort le soir. Et le problème des canicules, c'est pas vraiment la surchauffe dans la journée, c'est l'effet de chaleur la nuit, le réchauffement nocturne. Si on n'arrive pas à traiter la question de réchauffement nocturne et donc du fait qu'il ne faut pas stocker la chaleur dans la journée, on n'arrivera pas à s'en sortir. Alors on arrivera toujours à rafraîchir les bâtiments avec des systèmes très vertueux comme le réseau de froid, ça c'est sûr, mais on doit trouver d'autres solutions. Alors, et nous on a besoin de se refroidir la nuit, parce que sinon c'est Absolument. Comme ça qu'on va à l'hôpital. On va à l'hôpital et d'une certaine manière, ce sont des mesures d'adaptation. On n'est pas en train de travailler pour la planète, là, on travaille pour les habitants, on travaille pour la société, c'est un problème social aussi. Donc c'est un problème très important et comme ça fait partie des choses peu tangibles, c'est pas visible, on comprend pas très bien comment ça fonctionne. Nous on a un travail monumental de communication et de sensibilisation et d'explication auprès des décideurs. Les décideurs, souvent ce sont des élus.
Et les élus, on a besoin de leur faire savoir pourquoi l'eau, c'est important dans la ville, et ce qu'est l'évapotranspiration, mais ça sera un autre sujet peut-être. Un autre thème d'émission. Merci à tous les trois d'être venus jusqu'à nous. Cette émission est déjà terminée. Vous l'avez vu, comme nous, eh bien, on peut trouver des solutions plus près de nos territoires pour travailler concrètement à cette transition énergétique et qui nous permet d'aller vers cette transition écologique que l'on souhaite tous pour mieux vivre demain notre ville, nos territoires. À très vite dans un prochain numéro de Smart Energy.